Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, de Freud à Jung. Voici la première des émissions que nous allons consacrer à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Pourquoi cette série d'émissions ? En premier lieu, pour répondre à une question que je me suis entendu poser. Mais qui est donc Carl Gustav Jung ? En effet, c'est l'histoire de la psychologie. La découverte des principaux fondements, des principales notions de la psychologie contemporaine ont été une affaire française dans la seconde moitié du siècle dernier. Il semble bien qu'à partir du moment où Freud a démontré, a affirmé l'existence de la notion d'inconscient, un certain mouvement de retrait se soit effectué chez nous dans la recherche psychologique. Sans doute faut-il incriminer là notre esprit cartésien, notre esprit logique, notre amour du rationnel. La vie de l'inconscient, qui est une vie indéfinissable, qui est une vie qui est brusque, qui est soudaine dans ses manifestations les plus inattendues, cette vie de l'inconscient ne peut que choquer un esprit qui se veut avant tout précis et ordonné. Or, c'est à l'étranger que des voies nouvelles ont été tracées au-delà de Freud. Deux voies essentielles apparaissent actuellement. D'une part, l'école d'Alfred Adler, avec les notions de sentiment d'infériorité, de complexe de supériorité, des notions qui peuvent être englobées sous le terme de volonté de puissance. C'est une école qui porte le titre de psychologie individuelle comparée. Et puis, il y a une autre école, c'est celle de Zurich, c'est celle de Carl Gustav Jung, avec les notions d'inconscient collectif, d'archétype, d'anima, d'animus, d'ombre, d'individuation, etc. Autant de notions qui peuvent vous paraître bien barbares et surtout enveloppées d'ésotérisme. Il n'en est rien. Lorsque l'on a commencé à pénétrer dans la psychologie jungienne, on se rend compte que ces notions recouvrent, définissent des fonctions psychologiques bien précises, des fonctions psychologiques que chacun de nous éprouve et peut constater en lui-même. Je ne me fais aucune illusion sur la difficulté des émissions qui vont vous être présentées. En effet, à peine l'annonce de ces émissions était-elle parue dans la presse que je recevais à l'ORTF du courrier ou des appels téléphoniques. Les uns de Jungiens fervents me disant « N'oubliez surtout pas tel ou tel aspect de l'œuvre de Carl Gustav Jung. En effet, c'est une œuvre très complexe, très riche, très touffue. » D'autres appels, par contre, me disant « Mais Jung est un touche-à-tout. Ça a été un médecin. Il a voulu aller au-delà de Freud, mais Freud avait déjà tout dit sur l'inconscient. » Ou bien Jung a touché à la philosophie, Jung a touché à la théologie, à la sociologie. En réalité, comme tous les touche-à-tout, il n'apporte aucune pierre nouvelle. Je voudrais justement au sujet de ces prolongements philosophiques et théologiques et sociologiques de l'œuvre de Carl Gustav Jung, vous lire ici un extrait du livre « Ma vie », où il met lui-même les choses au point. Voici ce qu'il dit. « Je ne me sens aucune vocation, ni pour instaurer une religion, ni pour en professer quelqu'une. Je ne cultive aucune philosophie, mais pense seulement être un bon médecin de l'âme, et ce, dans les limites de la tâche particulière qui m'incombe. Telles sont les dispositions que j'ai trouvées en moi, et en les réalisant, j'assume ma fonction de membre de la société humaine. » Alors, allez-vous me dire, pourquoi cette série d'émissions ? Eh bien, c'est parce que si l'œuvre de Carl Gustav Jung est peu connu en France, son influence est par contre considérable dans le monde entier et il est bon que nous exposions ici une pensée de médecins, de psychothérapeutes, de psychologues, une pensée qui a des adeptes à travers tous les continents. En effet, lorsque l'on est à Zurich et que l'on consulte les dossiers de l'Institut Carl Gustav Jung, on se rend compte des livres qui paraissent dans toutes les langues, non seulement les traductions de l'œuvre de Jung, mais des livres d'études sur l'œuvre de Jung. Et on s'aperçoit que les adeptes, que les médecins, que les psychothérapeutes de l'œuvre jungienne se trouvent aussi bien en Allemagne que dans les pays scandinaves, qu'en Grande-Bretagne, qu'il y a des écoles très importantes aux États-Unis, tant sur la côte est que sur la côte ouest, et puis,
À une époque où les Occidentaux cherchent dans la pratique de telle ou telle religion ou philosophie orientale un remède à leurs maux psychiques, on constate que des médecins japonais, coréens, hindous sont venus étudier à Zurich et appliquent des méthodes occidentales pour la thérapie de leurs propres malades en Orient. Par conséquent, il y a là une influence à travers le monde entier, une influence considérable de l'œuvre de Jung, et c'est à ce titre que nous vous présentons cette série d'émissions. Comment va se présenter l'émission d'aujourd'hui ? Eh bien, elle aura un peu le rôle de la scène d'exposition dans le théâtre classique. C'est-à-dire que nous allons effectuer un survol rapide des principales notions de l'œuvre jungienne, afin que ceux de nos auditeurs qui ne sont pas au courant puissent déjà avoir une idée d'ensemble. Ensuite, nous allons rappeler la carrière de Carl Gustav Jung, nous évoquerons le caractère de l'homme, nous ferons une évocation de Carl Gustav Jung dans son travail, mais ce n'est vraiment qu'avec nos émissions ultérieures que nous aborderons le fond même de l'œuvre jungienne. En 1955, une émission d'introduction générale à l'œuvre de Jung avait été diffusée sur nos antennes. J'ai retrouvé cette émission dans nos archives et le philosophe Gaston Bachelard avait accepté d'y participer. Voici ce qu'il avait entre autres déclaré. En condensant en un trop bref hommage les leçons si diverses que le philosophe peut tirer de l'œuvre considérable de Jung, je dirais d'abord que cette œuvre oblige le philosophe à intégrer la psychologie dans la métaphysique. Par cette intégration, la métaphysique devient une métapsychologie. Seule une psychologie élargie, la psychologie de l'homme total et concret, avec toutes ses puissances de pensée et toutes les inventions de ses songes, peut nous permettre de poser les problèmes métaphysiques du destin de l'homme dans le monde. Il a été assez émouvant pour moi d'entendre par la voix de Gaston Bachelard le terme d'homme total, Gaston Bachelard ajoute concret, le terme d'homme total que j'avais envisagé comme sous-titre à cette série d'émissions. Nous allons maintenant aborder quelques-unes des données essentielles de la psychologie jungienne. Et ici, je ferai appel directement à des textes de Carl Gustav Jung. Évoquons tout d'abord la notion d'inconscient. Dans l'ouvrage Aion, Carl Gustav Jung écrit « Théoriquement, on ne peut fixer de limite au champ de la conscience puisqu'il peut s'étendre indéfiniment. Empiriquement, cependant, il trouve toujours ses bornes quand il atteint l'inconnu. Ce dernier est constitué de tout ce que nous ignorons, de ce qui, par conséquent, n'a aucune relation avec le moi, centre du champ de la conscience. L'inconnu se divise en deux groupes d'objets. D'une part, ceux qui sont extérieurs et qui seraient accessibles par les sens, et d'autre part, les données qui sont intérieures et qui seraient l'objet de l'expérience immédiate. Le premier groupe constitue l'inconnu du monde extérieur, le second, l'inconnu du monde intérieur. Nous appelons inconscient ce dernier champ. Mais évidemment, cet inconscient a sa propre vie, a ses manifestations. Et voici ce qu'à ce sujet Carl Gustav Jung nous dit dans l'ouvrage Von den Wurzeln des Bewusstseins. Tout ce que je connais, mais à quoi je ne pense pas à un moment donné. Tout ce dont j'ai eu conscience une fois, mais que j'ai oublié. Tout ce qui a été perçu par mes sens, mais que je n'ai pas enregistré dans mon esprit conscient. Tout ce que, involontairement et sans y prêter attention, c'est-à-dire inconsciemment, je ressens, pense, me rappelle, désire et fait. Tout le futur qui se prépare en moi,
qui ne deviendra conscient que plus tard. Tout cela est le contenu de l'inconscient. Bien sûr, il y a cet inconscient que nous connaissons depuis Freud et qui a été profondément influencé, comme Freud nous l'a démontré, par les interdits de la société. Mais Jung étend cette notion d'inconscient. Et voici en particulier ce qu'il dit toujours dans l'ouvrage Aion. Au-delà, nous rencontrons aussi dans l'inconscient des propriétés qui n'ont pas été acquises individuellement. Elles ont été héritées, ainsi les instincts, ainsi les impulsions pour exécuter des actions commandées par une nécessité, mais non par une motivation consciente. C'est dans cette couche plus profonde de la psyché que nous rencontrons aussi les archétypes. Les instincts et les archétypes constituent ensemble l'inconscient collectif. Je l'appelle collectif parce que, au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas le fait de contenus individuels plus ou moins uniques, ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Disons tout de suite que cette notion d'archétype et d'inconscient collectif est une des notions les plus discutées dans l'œuvre jungienne. Freud, bien sûr, s'en était quelque peu approché à un moment donné de sa carrière, mais néanmoins, Freud est toujours volontairement resté à cette limitation de la sexualité refoulée, comme facteur déterminant dans la vie de l'inconscient. Alors, ces archétypes, que sont-ils exactement ? Je vous propose d'écouter ici un extrait de l'ouvrage Das Gewissen, la conscience morale. La notion d'archétype dérive de l'observation souvent répétée que les mythes et les contes de la littérature universelle renferment des thèmes bien définis qui reparaissent partout et toujours. Nous rencontrons ces mêmes thèmes dans les fantaisies, les rêves, les idées délirantes et les illusions des individus qui vivent aujourd'hui. Ce sont ces images et ces correspondances typiques que j'appelle représentations archétypiques. Comme nous le verrons dans une de nos émissions ultérieures, avec les témoignages que j'ai recueillis auprès de médecins et de psychothérapeutes en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre, ces figures archétypiques apparaissent dans des rêves de personnes qui n'ont pas de culture profonde, qui ne connaissent pas la mythologie grecque, qui ne connaissent pas les vieux contes du terroir dont ces personnes sont issues, qui ne connaissent pas non plus, par exemple, ces iconographies que l'on retrouve dans les vieux ouvrages de l'alchimie, parfois des incunables. Et cependant, ces figures d'un dieu, ces figures d'un souffle descendant du ciel, le pneuma antique d'ailleurs, ces figures apparaissent dans les rêves des malades. Et nous avons là une confirmation de la thèse de Carl Gustav Jung. Car en somme, notre corps possède des témoignages physiologiques des espèces qui nous ont précédés et dont l'espèce humaine est issue. Pourquoi est-ce que notre psyché contemporaine ne posséderait pas, elle aussi, des témoignages, des substrats, des couches profondes venant justement des générations bien antérieures de cette même psyché? En illustration de ce que nous venons de dire, et avant d'aborder les notions d'anima et d'animus, je vous propose d'écouter un extrait du combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi. Tancrède est un personnage de la Jérusalem délivrée du Tasse. C'est un preux chevalier, il est aimé profondément par Herminie, mais il ne répond pas à cet amour, et lui, par contre, aime Clorinde, une belle sarrasine. Mais la tragédie va survenir, Clorinde va mettre le feu aux machines de guerre des croisés, un combat singulier va s'en suivre, et Tancrède va mettre à mort Clorinde. Tancrède qui possède une nature de poète, et cette Clorinde est pour lui un symbole. Tancrède va alors approcher de la folie, mais il sera spirituellement uni à Clorinde.